Bonjour, bienvenue à tous dans ces rencontres de la santé numérique en direct de Dakar au Sénégal. Il est 13h48 ici à Dakar en temps universel, 14h48 à Paris en Europe où vous nous regardez. Nous sommes donc ensemble pour cet atelier consacré aux solutions digitales déployées en Afrique lors de la pandémie de Covid-19. Quelles sont ces solutions concrètement déployées, parfois dans l'urgence ? Quelle efficacité réelle à ces solutions et surtout quelles leçons en tirer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors sachez, pour vous qui nous regardez à distance, que vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions, remarques, réactions aux intervenants dans cette salle, que vous soyez connectés par le chat de YouTube pour ceux qui nous regardent en direct ou les différents réseaux d'Ambref. On récupère vraiment toutes vos réactions, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit coucou, à féliciter tous ceux qui passent devant la caméra et surtout leur poser toutes leurs questions puisque on est dans un atelier extrêmement pratique. Et pour introduire cet atelier, justement, va nous rejoindre Cheikh Oumar Bagayoko, qui est directeur du Centre d'innovation et de santé digitale au Mali, maître de conférence, on le rappelle, en informatique médicale. Voilà, restez à mes côtés. On vous propose de rester sur cette scène, Cheikh Oumar Bagayoko, tout au long de cet atelier, de nous faire part, si vous le voulez bien, de toutes vos remarques, vos questions, vos réactions par rapport aux solutions concrètes qui vont nous être présentées. Alors justement, on devait commencer cet atelier par la présentation de Maguette Ndong, qui est conseillère technique pour les solutions de santé digitale chez PAT. Malheureusement, Maguette Ndong est souffrante et ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui. Alors non seulement on l'excuse, mais surtout on lui souhaite un très très bon rétablissement. On va donc commencer avec Khaldia Tasso, qui est de l'entreprise Tech Care for All, qui va venir nous rejoindre sur son plateau et qui va nous présenter de manière extrêmement concrète la solution développée par Tech Care for All dans le cadre de cette pandémie de Covid. Voilà, je vous laisse vous installer, prendre le micro qui doit être sur votre chaise et on vous écoute avec attention. Test. Ça marche. Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi, c'est Khaldia Tasso, je suis la directrice Afrique de l'Ouest et plus généralement de l'Afrique francophone pour la structure Tech Care for All. Je remercie aujourd'hui l'AMREF et toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui sont actives dans le domaine de la e-santé, qui est un domaine qui nous concerne vraiment et où nous œuvrons. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là parmi vous et de pouvoir parler de la solution Medical Learning Hub qui nous a permis aujourd'hui d'aider les personnels de santé, d'aider les organisations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Alors, un mot avant tout sur cette solution. Donc, Tech Care for All est une entreprise qui est présente en Afrique et en Inde. Nous sommes implantés en Afrique de l'Ouest avec un bureau à Dakar depuis octobre 2018. Et aujourd'hui, nous déployons une solution de formation de plateforme médicale, une plateforme qui se veut aujourd'hui être comme le booking.com. Donc pour revenir un petit peu sur ça, c'est aujourd'hui permettre à tous les acteurs de la santé de pouvoir retrouver des formations qui sont intéressantes sur une seule plateforme où ils peuvent trouver différentes formations, des formations en présentiel, des formations en ligne. Et aussi, nous avons LMS derrière, donc un système d'apprentissage qui peut être vraiment utilisé à travers des formations, des quiz, des tests, vraiment pour avoir quelque chose de complet de tout en bout. Donc, ce qui a été intéressant jusque-là, c'est que nous avons pu mettre en œuvre MLH au service des organisations privées comme publiques. Nous avons collaboré avec le ministère de la Santé dans le cadre de Down Covid, où le Medical Learning Hub a été reconnu comme la seule plateforme e-learning pour ce projet-là, pour lutter contre la Covid-19. Au total, nous avons eu pratiquement 680 cours qui ont été dispensés sur la plateforme, tous les pays confondus. Et les 382 étaient sur la Covid-19. Et un total de 192 cours en ligne qui sont déroulés en Afrique.
En Afrique, nous sommes principalement actifs au Sénégal, au Kenya, au Nigeria et dans les pays du Sahel. Alors, on fait un tout petit ajustement technique, mais on vous écoute toujours. Hein, ok. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est la solution e-learning qui a été reconnue par le ministère de la Santé dans le cadre de la Covid. Et nous collaborons aussi avec des ONG telles que l'UNFPA dans le cadre du projet SWEAT. Donc, j'étais contente tout à l'heure dans l'atelier, dans la table ronde qu'il y a eu ce matin. Nous avons parlé des solutions e-learning et tout. Nous avons travaillé avec l'UNFPA, avec le CHMP, pour déployer la plateforme e-learning du SWEAT. Voilà. Donc, pour ce qui est des défis que nous avons eus et des perspectives, donc c'est un petit peu l'accessibilité des formations. Donc ça a été vraiment les défis qu'on a rencontrés. Le principal défi, on en a parlé ce matin. C'est bien beau d'avoir des solutions, c'est bien beau d'avoir des technologies qui marchent, qui fonctionnent à petite échelle et qui sont utilisées par des groupes tests, des groupes pilotes. Mais la problématique qu'on peut rencontrer généralement, c'est la possibilité aujourd'hui d'avoir cette solution qui soit utilisée dans la généralité. Quand je prends par exemple le cas du projet SWEAT, c'est un projet aujourd'hui qui touche les pays du Sahel, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Et aussi, ce sont des zones où on n'a pas une grande connectivité dans les zones rurales. Et c'est destiné aujourd'hui à ce que les personnes qui sont les relais communautaires puissent avoir accès à la formation et qu'ils puissent diffuser ces formations-là dans les cases de santé. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour pouvoir toucher au plus près les professionnels de santé. Donc, pour permettre aujourd'hui de désengorger un petit peu le système hospitalier, les villes les grandes villes qu'il y a et tout. Donc, tout est concentré dessus. Donc, c'est pour pouvoir un petit peu avoir la possibilité dans toutes les zones reculées, l'accès à la formation. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est le problème de la connexion. Donc, la plupart des gens avaient des problèmes de connexion Internet. Nous avons eu ces cas-là, par exemple, au Niger, partout dans pas mal de pays, vraiment, où ils avaient du mal à accéder aux formations parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet. Donc, au-delà de cette connexion Internet même, il y a un problème du matériel. Il y a un problème, voilà, on met à la disposition des gens des outils de formation aujourd'hui à l'ère du numérique et on n'est pas forcément encore capable de leur dire aujourd'hui comment utiliser ces outils-là et même qu'est-ce qu'ils vont utiliser, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelque chose de très simple. Tout le monde n'est pas équipé de smartphone dans certaines zones. Et quand on veut utiliser une application, quand on va aller sur Internet, on a un minimum besoin d'une application ou d'une tablette ou d'un ordinateur. Ce sont des outils qui ne sont pas forcément accessibles à certaines populations. Et donc, c'est là les freins qu'on a rencontrés. Et donc, du coup, partant de là, toujours dans ce cas, nous travaillons pour aujourd'hui évoluer vers une plateforme qui aussi puisse fournir, dans le cadre des projets, par exemple dans le cadre du projet SWEAT, c'est quelque chose qu'on peut essayer de fournir aujourd'hui, au-delà même de l'application, essayer d'aller jusque vers les matériels. Parce que moi, je pense que si aujourd'hui on fournit juste l'outil, il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas le matériel derrière, ça ne sert absolument à rien. Ça va juste être utilisé pendant le lancement, on va dire que c'est quelque chose de très bien, tout le monde va applaudir, on va faire des séminaires et tout. Mais après, la personne à qui c'est destiné réellement ne pourra pas l'utiliser concrètement. Donc, parce que c'est pas moi qui suis, c'est pas, par exemple, au médecin peut-être qui est dans une grande ville, qui a un smartphone, qui a un téléphone. C'est plutôt aux personnes qui sont aujourd'hui dans les zones reculées, qui ont des problèmes d'avoir des smartphones, des téléphones, des connexions Internet et aussi voilà, des ordinateurs pour pouvoir aller vers ces outils-là et de savoir même que l'outil existe. Donc, avant de cela, il faut même qu'on sache que cela existe. Donc, c'est ça la problématique. Et aussi, pourquoi pas, pour lutter contre cela, essayer de plus déployer des outils qui peuvent fonctionner en mode offline.
Donc ça, c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir pour, voilà, pour les prochaines années. Donc j'ai donné pas mal d'informations, donc je ne sais pas si vous voulez... Vous pouvez continuer à en donner, hein. On a le temps, on est là pour échanger. Donc voilà, après, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, moi, j'ai essayé de faire vite parce que... On posera les questions à l'issue de cet atelier. Moi, je voulais faire réagir peut-être Cheikh Oumar Bagayoko sur ce qu'il a entendu de votre présentation, un petit peu, parce qu'il y a des choses très, très générales aussi qu'on retient, notamment beaucoup de choses qu'on a entendues sur la table ronde ce matin, hein, qui est l'accessibilité aux outils d'information, aux infrastructures, aux réseaux. Je pense que elle a donné beaucoup d'informations, comme elle a dit. Les défis, globalement, ce qu'on constate depuis le matin, vont rester les mêmes, mais on ne peut pas rester sur les défis. C'est pourquoi je pense qu'elle a proposé un début de solution à certains défis, qui est le mode de fonctionnement de certains outils, par exemple, en dehors de la connectivité Internet. Alors, il y a une question qui m'est revenue pendant sa présentation, c'est le contenu en fait des cours, puisque c'était des cours donc 192 en Afrique. Comment étaient élaborés ces contenus? On n'en a pas entendu. Avec qui? Est-ce que quand les professionnels de la santé suivaient ces cours, il y a une sorte de reconnaissance, c'est-à-dire il y a une sorte de processus de certification, parce que l'un des problèmes des professionnels de la santé pour suivre des cours, hein, c'est de se dire, enfin, est-ce que je peux avoir une reconnaissance derrière? Donc, est-ce qu'il y avait l'implication des universités, des scientifiques, des experts en fait, du domaine sur le terrain africain? Donc ça, je n'ai pas bien perçu. Oui, voilà, comme je disais, voilà, j'ai vraiment donné l'idée globale. Là, merci pour cette question, parce que ça nous permet aujourd'hui de rentrer dans le vif vraiment de notre activité, de comment on fonctionne. Donc, dans le cadre du fonctionnement, nous collaborons beaucoup avec les organisations, comme j'ai dit, aussi bien privées que publiques. Et dans le cadre du privé, nous travaillons beaucoup avec les laboratoires, qui, à travers leurs programmes de marketing, ont des programmes, des budgets de formation à destination des professionnels de santé. Donc ça, c'est un canal de partenariat. Nous travaillons aussi avec les organisations qui veulent mettre en place des formations. C'est comme dans le cadre, par exemple, ce que je citais du projet e-learning Suède. Donc le projet e-learning Suède, par exemple, c'est un projet où il y avait besoin de mettre en place une formation, une plateforme, avec des cours en ligne, des cours qui ont été élaborés avec des professeurs dans le domaine médical, qui ont collaboré avec l'UNFPA et avec Suède, et même avec l'Université virtuelle du Sénégal, l'UVS, donc avec lequel on a travaillé au début de ce projet-là pour nous accompagner justement pour la transition. Parce qu'au début, après, il a fallu, comme les quantités de cours augmentaient et tout, il a fallu qu'on ait une plateforme qui puisse supporter toutes ces données-là et qui puisse les intégrer et les diffuser. Donc c'est ça en fait l'idée. Et pour la plupart, tous ces cours sont élaborés par des professionnels médicaux. Nous avons eu un programme e-learning fièvre sur la fièvre en Afrique subsaharienne, comment elle est prise en charge. Cette formation a été sponsorisée par un laboratoire dont je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas le but. Et cette formation aujourd'hui a mobilisé pratiquement au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, pratiquement plus de 1000 médecins, parce que c'était des généralistes qu'il fallait viser. Donc, comment obtenir ces 1000 médecins-là? C'est quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de professionnels de santé dans ces pays. Pour ce programme, c'était Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas tous vraiment axés sur la partie réseau. Donc, pour les atteindre, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des campagnes de marketing digital. Donc, nous lançons des campagnes de marketing digital via les canaux Facebook ou LinkedIn, en collaboration avec des professeurs reconnus. Donc, dans ce cadre-là, c'était avec les professeurs qui ont eux-mêmes conçu le programme de formation. Et à partir de leur réseau, nous arrivons à capter en fait les utilisateurs. Donc, du coup, les médecins et tout, pour pouvoir les inscrire, les suivre. Et pour cette formation, il y avait eu une partie certification. Donc, à la fin, donc les professeurs, les médecins, ils avaient leur certificat.
Et même, c'est vraiment un processus et un suivi sur tout le parcours. C'est-à-dire, dès l'instant que le professionnel de la santé s'inscrit, on ne le laisse pas comme ça. Voilà, des fois, ils s'inscrivent, on est conscient qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Ils peuvent s'inscrire entre deux médecins, entre deux patients. Et après, ils peuvent même oublier ou ne pas revenir dessus. Donc, du coup, ce qu'on fait, on fait des relances. On va même jusqu'au contact plus proche, c'est-à-dire même jusqu'au phoning, les appeler, leur recueillir ce qu'ils veulent et tout ça. Donc, du coup, il y a vraiment un suivi derrière tout cela. Et le suivi vous garantit un taux de fidélité jusqu'au bout de la formation, si elle est sur plusieurs modules ou pas? Ou est-ce que vous avez des taux d'abandon? C'est souvent ce qu'on constate dans les formations en ligne, des taux d'abandon qui restent quand même assez importants. Oui, il y a des fois des taux d'abandon, mais c'est suivi au début. C'est-à-dire que si on s'arrête juste sur la première étape, qui est de faire la promotion de la formation en ligne. Donc, mais si on suit la deuxième étape, qui est aujourd'hui l'étape de les contacter, l'étape vraiment de la proximité. On sait que le WhatsApp, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Le SMSing, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, on va jusqu'au phoning, jusqu'à vraiment, c'est un suivi en particulier. Donc, on se dit que, waouh, il y a 1000 médecins, mais on prend le temps quand même de les contacter, d'échanger avec eux. Après, on n'aura pas on n'aura pas tous les 100% qui vont aller jusqu'au bout, mais on aura au moins la possibilité d'avoir un niveau au moins de la moitié qui auront fait tout le parcours de bout en bout. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est la moitié à peu près qui va faire le parcours en entier, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment très très difficile aujourd'hui que les personnes puissent... Aujourd'hui, dans le cadre du Covid, le Covid a été un boost en fait pour les formations en ligne, pour la partie en ligne. Avant Covid, ça existait, mais on restait vraiment sur tout ce qui était voilà, le système académique normal. Mais maintenant, la pandémie qu'on a connue a permis aujourd'hui de vraiment pouvoir booster toutes les solutions en ligne. Et certaines de ces formations aussi viennent des webinaires qui sont organisés par les professionnels de santé. Donc voilà, à partir du moment où ils organisent un webinaire avec nous, il y a la possibilité d'enregistrer ce webinaire-là et après de le mettre en ligne à disposition en dehors de la période du webinaire. Donc du coup, ceux qui sont là, qui ont suivi, c'est parfait. Mais après, il y a la possibilité de le mettre en ligne, de le garder et aussi de pouvoir faire le resuivre ça pendant plusieurs fois. Autre chose, nous collaborons dans notre modèle avec les sociétés savantes. Nous collaborons avec les sociétés savantes qui sont présentes ici au Sénégal, avec lesquelles nous essayons de signer des conventions qui aujourd'hui nous permet, par exemple, si on a un laboratoire qui vient nous contacter et qui va organiser des formations et tout, nous avons directement le repère où aller chercher cette ressource-là. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons et même la collaboration aussi avec des professeurs éminents qui sont au Sénégal pour lesquels nous avons organisé des formations, par exemple, en présentiel. Ça, c'était même avant la période Covid. Aujourd'hui, la plateforme leur permettait de gérer leurs inscriptions, de gérer même leur paiement pour leur formation. Cheikh Oumar Bagayoko, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques sur cette solution. Non, pas du tout. Sauf que le matin, j'ai cru comprendre qu'Amaref avait un programme de formation. Je ne sais pas si ce programme s'intéressait aussi à la partie Covid. Et je ne sais pas si vous avez connaissance en fait de ça, si Amaref, ce programme s'intéresse à la partie Covid. Et le fait est de dire que depuis le matin, on est en train de parler de coordination. Si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas lieu en fait de regarder ensemble et puis d'avoir une synergie au lieu d'avoir des programmes? Donc ils font chacun le chemin avec... Effectivement. Effectivement, comme on disait, ce qu'il faut aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quelque part la coordination. C'est de voir en fait comment est-ce que toutes les solutions qui existent peuvent collaborer ensemble. Et déjà même pour moi, pour que les solutions pour qu'on puisse utiliser toutes les solutions qui existent, qu'on puisse avoir cette synergie aujourd'hui autour de tout ce qui se fait en Afrique. Il y a plein de bonnes choses qui se font dans des petits groupes, chacun dans son coin et tout. Mais c'est pour aller à l'échelle globale, vraiment, il faut une vraie
politique de coordination, il faut qu'il y ait de la volonté. Cela, ça dépasse notre niveau quelque part, mais on en parle parce que nous sommes les acteurs et il faut qu'on se fasse entendre à un moment donné. Nous en avons besoin. Dans le cadre du programme AMREF dont vous parlez, nous n'en avions pas encore pris connaissance aujourd'hui, mais c'est quelque chose où nous sommes ouverts pour collaborer avec eux et regarder ce qui est possible de faire. Nous avons eu une autre partie avec AMREF sur la partie diagnostic, c'est-à-dire sur la partie télémédecine. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est une branche à part. En tout cas, ça sera l'un des maîtres mots probablement de ces 2 journées, vu le nombre de fois où il a été prononcé depuis ce matin, la nécessité d'une coordination, qu'on parle de coordination de normes ou de cadres techniques, comme on l'a vu ce matin, coordination pour fournir des infrastructures et des arrivées Internet partout, mais également, je veux dire, coordination de contenu ou coordination éditoriale pour qu'on ne refasse pas les mêmes formations ici ou là. Merci Radia Tasso de cette présentation qu'on peut applaudir. Restez avec nous parce que je suis sûr qu'il y aura pas mal de questions des internautes d'ici quelques minutes. On va passer à une autre présentation, celle de El Hadji Gaye de la société Blue Square Up. Alors vous devez avoir sur cet ordinateur, on va peut-être venir vous la montrer, la présentation qui est enregistrée. Et le temps que vous alliez sur l'ordinateur, je vois Joseph Kenom qui nous a rejoint. Alors en histoire de coordination, ça sera le maître mot de cette journée. Je crois que vous n'êtes pas sur cet atelier, Joseph Kenom, vous êtes sur l'atelier qui se tient dans la salle d'à côté. Et on va avoir besoin de votre siège d'ici quelques minutes, c'est pour ça. Merci beaucoup. El Hadji Gaye de Blue Square Up, on vous laisse la parole alors. Merci. Voilà, le temps de faire apparaître la présentation. Voilà, est-ce que ça va être bon pour qu'on la diffuse en direct également? Quelqu'un va venir nous donner un petit coup de main si on est en difficulté pour la faire apparaître. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a la présentation de Blue Square Hub? Je ne sais pas si au niveau de la régie, vous voyez voilà, la présentation. Ils vont vous suivre. Voilà, on va pouvoir vous écouter du coup avec attention. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation à cette importante rencontre. Une petite présentation de Blue Square. Nous sommes un cabinet belge basé à Bruxelles et qui évolue sur la fourniture de solutions digitales par rapport à la collecte, le traitement et l'analyse des données. Et donc la maison mère se trouve à Bruxelles avec des bureaux un peu partout en Afrique où on intervient beaucoup, notamment au Sénégal, en RDC, en Zimbabwe, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Niger, etc. Alors, effectivement, quand la Covid est arrivée, donc on était obligés, comme toutes les entreprises, de pouvoir réadapter nos activités en fonction de ce qui nous était tombé tous dessus par rapport au Covid. Et sur cela, on a travaillé sur... ça passe pas. Voilà. Donc on a essentiellement travaillé sur 3 pays. C'était la RDC, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et en RDC, c'était le développement d'une solution de collecte de données basée sur DHH2 et ODK avec IAZO qu'on a implémenté, qu'on a greffé sur le DHH2. En fait, tout à l'heure, on a un peu parlé de souci de la connectivité. Alors, ODK, c'est un outil qui nous permettrait de pouvoir aller faire la collecte des données en mode offline. Je pense que ça a été un peu de souci par rapport à la première présentation. Et donc, là, côté collecte des données, effectivement, on a su répondre à ce souci de connectivité qu'on rencontre en plus général au niveau des zones de collecte, c'est-à-dire au niveau périphérique.
On a également l'intégration des différentes sources de données à ce niveau-là, parce que sur place, il y avait plusieurs structures, des initiatives qui étaient là, qui existaient déjà. Donc il fallait, n'est-ce pas, essayer de voir comment intégrer ces différentes sources de données à ce niveau. Et également la mise en place d'un tableau de bord de surveillance, n'est-ce pas, Covid. Ça, c'est les interventions qu'on a fait au niveau de la RDC. Au niveau du Burkina, effectivement, c'était un soutien technique pour la mise en place des rendus, des résultats des tests par SMS. Parce qu'en ce moment également, il fallait, n'est-ce pas, émerger des solutions qui pourraient, à ce niveau-là, accélérer, faciliter le rendu des tests Covid au niveau, n'est-ce pas, par SMS. Donc ça, c'est un appui technique qu'on a pu déployer à ce niveau-là. On avait également la consolidation toujours des données DHIS2 unifiées depuis le début de l'épidémie, parce qu'également là, on avait, dès le départ, il y avait des initiatives qui étaient là. Donc il fallait, n'est-ce pas, essayer de voir comment, n'est-ce pas, intégrer, coordonner en tout cas toutes ces solutions-là. Il y a également la mise en place de tables de bord de surveillance Covid. Là, c'est un processus qui est encore en cours, parce que c'est une étape qu'on a quand même intégrée, alors qu'il y avait déjà le processus qui était déjà entamé pendant plusieurs mois. Donc c'est quelque chose qui est encore en cours. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu la mise en place de tables de bord effectivement Covid également. Là, c'est quelque chose qui est déjà effectif. Et la mise en place de tables de bord pour le suivi de la vaccination. Là également, c'est en cours, parce qu'actuellement, on est en train de voir, n'est-ce pas, comment mettre en place des outils, comment appuyer ces pays pour pouvoir, n'est-ce pas, monitorer, mieux suivre en tout cas les vaccinations, parce qu'actuellement, on parle des certificats de vaccination qui est un peu différente de la carte de vaccination en tant que telle. Là, on l'a tout de suite quand on fait la vaccination avec le carnet qui est. Mais après, il faut le certificat de vaccination avec le QR code qui est plus reconnu au niveau international à ce niveau-là. Alors, par rapport aux collectes de données, on avait donc deux niveaux. Par exemple, DHIS2, le cas de la RDC au Burkina, on va un peu expliquer qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là. Alors, donc il y a le package qui a été développé par l'OMS en partenariat avec l'Université d'Oslo. Donc on est parti de ce package-là pour pouvoir, n'est-ce pas, qui a été publié par, effectivement, comme je le disais, l'OMS en partenariat avec l'Université d'Oslo. Alors, c'est pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, les données agrégées et les données, n'est-ce pas, qui viennent au tracker. Parce qu'à ce niveau-là, on avait les agrégations, c'est-à-dire au niveau de nombre de dépistages, nombre de cas confirmés, etc., Mais également, on avait le tracker qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir suivre, n'est-ce pas, les données individuelles, n'est-ce pas, pouvoir retracer le patient à ce niveau-là. Et également, on avait la surveillance épidémiologique également à ce niveau. Regardez le surveillance des cas Covid-19, ça c'est avec le tracker qu'on a pu déployer cette solution et le niveau agrégé également. On avait également le programme, n'est-ce pas, d'enregistrement et le suivi des cas contacts. Parce qu'également au niveau du Covid, on a fait pas mal de types d'informations à collecter. On avait les cas confirmés qu'il fallait suivre, mais également les cas contacts, mais également, n'est-ce pas, le contrôle au niveau même des points d'entrée, c'est-à-dire au niveau des frontières. Le suivi également de la vaccination, c'est-à-dire le registre électronique d'immunisation, ça c'est avec le tracker effectivement. Et également le suivi, n'est-ce pas, de manière générale, c'est-à-dire les statistiques au niveau agrégé, par niveau de la pyramide, depuis le poste de contrôle jusqu'au niveau district, au niveau région, au niveau pays. Et on avait également, n'est-ce pas, à ce niveau-là, le suivi des effets indésirables liés, n'est-ce pas, à la vaccination toujours. Et là également, on a un lien qu'on a mis sur la présentation et toutes les informations sont disponibles de manière plus détaillée. C'est dhis2.org/covid19. Donc on a toutes ces informations de manière plus détaillée à ce niveau-là. Le retour d'expérience que nous on a connu par rapport à ces solutions qu'on a déployées et notamment par rapport à la configuration du DHIS2, c'est quand même qu'on a senti un besoin d'adaptation, n'est-ce pas, du package. Parce que le premier niveau, c'est par rapport à la traduction, parce qu'on voit que c'est beaucoup de pays qui l'utilisent avec des langues différentes. On a des pays francophones, des pays anglophones, des pays arabophones, etc. Donc là, c'est voilà, un besoin qui est là de pouvoir voir comment, n'est-ce pas, gérer l'aspect linguistique du package à ce niveau. Et il y a également le besoin d'adaptation même spécifique au niveau des pays, parce que tous les pays, en fait, la cible globale, c'est la même, c'est la réponse
au niveau du Covid, mais les stratégies diffèrent, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre. Et n'est-ce pas, il fallait, n'est-ce pas, voir comment adapter, n'est-ce pas, ce package par rapport aux réalités, par rapport à la politique interne des pays. Et là, on a, par exemple, le contenu des formulaires qui n'est pas forcément le même d'un pays à l'autre, parce qu'il y a certaines informations peut-être qui sont collectées dans certains pays qui ne sont pas forcément collectées dans d'autres pays. Donc, il y avait ce besoin d'adaptabilité des formulaires. Et même les processus cliniques également, ça c'est... ça fait partie également de, n'est-ce pas, ce qu'on a pu identifier comme besoin à ce niveau-là, et également les règles de décision. Parce que là, par exemple, si on prend par exemple les cas, par exemple, des tests, les contrôles au niveau des frontières, etc., on n'a pas les mêmes législations, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre. Donc il y a besoin, n'est-ce pas, de voir comment les adapter par rapport au pays. Alors, on s'est dit également que si le package il est là, il est fonctionnel, on peut le prendre, on peut l'adapter, mais si quand même le besoin d'adaptation est très très important, mieux vaut quand même aller de zéro et essayer de voir comment, n'est-ce pas, implémenter une nouvelle solution faisant fi même de ce package qui existe déjà. Et ça, c'est exactement le cas qu'on a eu en RDC. Donc c'est, n'est-ce pas, une solution qu'on a pu développer, n'est-ce pas, et parce qu'il y avait pas mal de choses qu'il fallait reprendre, qu'il fallait adapter par rapport au package qui est déjà là. Et donc on s'est dit que mieux vaut aller vers une solution, partir de zéro, et voilà, déployer cette solution-là. Donc ça, c'est l'exemple type qu'on a en RDC. Par rapport à la collecte mobile, donc à ce niveau-là, on avait deux solutions de collecte mobile. Et maintenant, chacun avait ses points forts et ses limites. Alors, par rapport à la solution de collecte mobile du DHS2, c'est-à-dire le DHS2 capture, ça, on peut y aller si les tablettes, n'est-ce pas, smartphones ont une capacité, grande capacité quand même à ce niveau-là. Parce que là, ça nécessite, n'est-ce pas, des ressources matérielles assez évoluées pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce collecte-là sans souci. Si également les tablettes sont, n'est-ce pas, centralisées, que ça ne soit pas une utilisation personnelle au niveau de, voilà, c'est peut-être l'entité qui est là, qui met à disposition les outils, le matériel, l'utilisation est centralisée, et là, ça facilite et puis ça évite certaines erreurs qu'on peut avoir à ce niveau. Et également, si les mises à jour, n'est-ce pas, les tablettes suivent en tout cas les mises à jour qui sont faites au niveau des formulaires. Par exemple, si le formulaire configuré au niveau du tracker DHS2 n'a pas été mis à jour au niveau de la tablette là, n'est-ce pas, c'est des bugs qu'on rencontre lors, n'est-ce pas, de la synchronisation des données à ce niveau. Et là, je pense qu'on a eu ces cas comme ça au niveau du Burkina. Donc là, c'est quand même côté DHS de capture, les soucis qu'on avait à ce niveau liés à la logistique, c'est-à-dire au niveau de la tablette. Et maintenant, par rapport à l'ODK, qui est quand même à un niveau plus flexible par rapport à l'utilisation à ce niveau-là, c'est voilà, il y a peu de maîtrise sur la qualité des tablettes, donc ça ne demande pas des ressources très assez poussées par rapport au matériel à ce niveau. Et si également on peut vraiment éviter de bugs pendant les périodes de synchronisation, là on a vu quand même que c'est une solution quand même qui nous permettait de pouvoir éviter tout cela à ce niveau-là. Et là, par exemple, bon, comme je le disais, c'est deux solutions qui sont là, mais chacun avec ses points forts et ses points faibles. Et maintenant, par rapport aux ressources qui sont disponibles au niveau des pays, et voilà, on peut, n'est-ce pas, voir quelle solution, n'est-ce pas, implémenter à ce niveau-là. Par exemple, si on prend en RDC, là, on avait l'application IAZO. IAZO, c'est l'ODK, mais amélioré. On a pris l'outil ODK qui était déjà là, qu'on a amélioré. Et sur la version améliorée, on a ajouté des modules, n'est-ce pas, qui étaient demandés même avant le Covid, parce que même avant le Covid, on utilisait ces outils-là pour collecter les informations. Nous, par exemple, au niveau de la carte sanitaire, on avait cet outil qu'on utilisait pour pouvoir faire ce travail-là. Et même également, par rapport à ce qu'on appelle les projets de financement basés sur les résultats qui sont implémentés au niveau de la santé. Donc, c'est des outils qu'on a toujours utilisés, n'est-ce pas, pour pouvoir collecter les informations. Parce que toujours l'information était collectée au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé, et là c'est en milieu périphérique où on n'a pas la connexion. Donc c'est pourquoi on travaille déjà sur ces outils, mais en fonction de l'évolution qu'on a faite de l'utilisation de cela, n'est-ce pas, on a à chaque fois, n'est-ce pas, reçu des demandes d'amélioration, des feedbacks par rapport à l'outil EDK. Et donc c'est ça qui a, n'est-ce pas, amené qu'au niveau de Blue Square, on a amélioré l'outil EDK qui est devenu maintenant IAZO.
Donc au Burkina, donc, effectivement, c'est RDC, c'est IAZO connecté au DH. Et c'est un outil qui est toujours connecté au DHS2. Non, je vous laissais terminer, mais j'essaie d'être le gardien du temps. Ouais, et on va arriver à la fin de la période accordée. Tout à fait, ouais. Donc au niveau du Burkina, c'était effectivement le DHS2 capture qu'on a développé à ce niveau. Alors, l'autre souci, défi, c'était la visualisation des informations. Parce qu'après avoir fait tout ce travail de collecte, il fallait, n'est-ce pas, voir comment partager, comment analyser ces informations. Donc là, les trois grands enjeux qu'on avait à ce niveau, c'était l'intégration des différentes sources de données. Ça, je pense qu'effectivement, c'est la chanson de cette première journée. Comment voilà, fédérer les interventions à ce niveau. Donc là également, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est aujourd'hui réel, qu'on retrouve partout, surtout au niveau voilà, dans ce système-là. Alors, donc, effectivement, sur place, il y avait déjà des initiatives qui étaient là. Donc, le premier enjeu, c'était de voir comment intégrer, n'est-ce pas, ces différentes sources de données. Et l'autre chose également, on avait des données historiques qui étaient collectées, pas forcément avec des outils digitaux, mais peut-être sur des papiers ou bien sur des fichiers Excel. Donc, c'est des informations legacy qu'il fallait, n'est-ce pas, voir comment, n'est-ce pas, les importer, les intégrer au niveau des plateformes. Et voilà, troisièmement, c'était comment, n'est-ce pas, mettre en place, n'est-ce pas, ces outils pour pouvoir les visualiser. Alors là, on a un peu ce schéma OpenExa qu'on a développé au niveau du DHS2. Je pense que je vais terminer par là. Alors, donc, sur le schéma, on a trois niveaux. On a le niveau central, ici, qui répertorie tout ce qui est collecte des informations. À gauche, on a, n'est-ce pas, le catalogage, n'est-ce pas, des données. Et maintenant, à droite, on a, n'est-ce pas, l'intégration, les outils d'analyse, n'est-ce pas, qu'il fallait, n'est-ce pas, mettre en place pour pouvoir assurer en tout cas la visualisation de ces données-là. Je pense que s'il n'y a pas de questions à ce niveau. Cheikh Oumar Bagayoko, une réaction à chaud pour vous qui êtes le grand témoin de cet atelier. À chaud, il y a un côté positif qui est la réutilisation des outils qui existent, des DHS2, mais il y a eu un autre avantage, c'est de pousser aussi cet outil à bout pour voir en fait les limites et finalement essayer de lever en fait la confusion. On l'a dit depuis le matin, hein, parce que DHS2 c'est un entrepôt de données, mais il me semble que par confusion, on pense qu'il peut résoudre en fait tous les problèmes. Donc ce n'est pas un outil qui est fait réellement, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau problème, on essaie d'agréger quelque chose. Et je pense qu'on va arriver à un moment où ça ne va plus marcher, où ça va créer peut-être plus de problèmes que de solutions. Donc il y a eu un intérêt à ce niveau. Et l'autre qui est très important, c'est comment mettre en place des ressources humaines compétentes pour faire évoluer des outils qui se disent open source au niveau national et ne pas dépendre toujours en fait de ceux qui ont initié l'outil. Parce que c'est ça l'avantage finalement de l'open source. Et si on n'est pas capable en fait de faire ça, il y aurait moins de différences avec les outils libres. Donc voilà ce que j'ai retenu un peu. Sinon les enjeux qui sont dits sont des enjeux qui sont globaux, qui sont transversaux pour tout ce que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup Eladji Gaye. Autre solution qu'on découvre dans cet atelier, celle de la société Dimagie. Et c'est vous qui nous la présentez, Khadi Ndir. Voilà, et pouvoir vous mettre effectivement face à l'ordinateur. Et logiquement, toutes les présentations sont enregistrées sur la même machine. Alors on va vous la... Si elle n'est pas à l'écran, on va vous la mettre très rapidement. Voilà, c'est bon, on y est. Hop. Voilà. Est-ce qu'on est sur la bonne présentation? On va pouvoir nous basculer en régie pour qu'on la voit sur les écrans.
qu'on n'a pas de retour ici. Voilà, parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Ndeye Khadindir, je travaille donc pour Dimagui, je suis la responsable des partenariats et du développement commercial pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà, donc je suis basée à Dakar et je vais vous parler aujourd'hui de notre expérience dans le déploiement de solutions dans la lutte contre la Covid-19. Alors, peut-être très rapidement pour présenter Dimagui, on est une entreprise IT et on développe des technologies numériques qui sont open source pour tout ce qui est augmentation et amélioration de la prestation de services, donc notamment les services de santé, parce qu'on est sur d'autres secteurs aussi, aux communautés qui sont mal desservies. Donc aujourd'hui, on conçoit des technologies mobiles, web, messagerie également, pour effectuer tout ce qui est collecte, analyse de données, aide à la décision et gestion de cas. Voilà, l'entreprise a son siège à Boston, près de Boston. Et donc, notre vocation, c'est de créer un impact durable, comme je l'ai dit, à travers des solutions innovantes. En termes de couverture et de projets, aujourd'hui, Dimagui, c'est à peu près 80 pays de couverture et des déploiements qui ont été, plus de 2000 projets qui ont été déployés à travers le monde. Donc on est présent un peu partout, mais principalement donc, en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde également. Donc là où il y a principalement des projets de développement. Donc un point important dans l'introduction de notre approche par rapport au déploiement et l'implémentation de solutions pour la Covid, c'est que dès le début de la pandémie, en fait, on s'est très rapidement réadapté à l'expérience qu'on avait eue dans le cadre des 2 précédentes épidémies d'Ebola. Voilà, donc en 2014-2015, donc en Afrique de l'Ouest, on a eu grâce à des financements de USAID, Grand Challenge Ebola, déployer des solutions qui ont été mises à disposition gratuitement à des organisations, en fait, des ONG qui travaillaient sur le terrain et qui travaillaient principalement dans ce qui est recherche de cas suspects, recherche de cas contacts, etc. Donc, par la suite, on a eu à redéployer ces applications-là en RDC en 2019. Et donc, c'est sur la base de ces 2 expériences qu'on a, disons, adapté notre stratégie donc, dans le cadre de la réponse Covid. Donc, ComCare, qui est la solution en fait, que l'on déploie, est aujourd'hui une solution qui est éprouvée. Il y a plein d'études d'organisations tierces qui prouvent son impact, et principalement donc, dans le cadre de Ebola, il y a plusieurs études qui ont été publiées. Donc voilà, ça c'est l'application qu'on a développée dans le cadre de Ebola. C'est une application de suivi de contact, donc qui permet d'inscrire les patients, de détecter les signes suspects de la maladie. Il y a des aides visuelles également pour tout ce qui est conseil aux agents de santé communautaire ou aux prestataires de soins de santé qui ont affaire à des cas suspects ou à des cas confirmés. Voilà, donc pour en venir au vif du sujet, donc, dans le cadre de la Covid, ce qu'on a fait, c'est que on a déployé, en fait, on a développé plusieurs applications modèles donc, qui couvrent tous les différents stades de la riposte contre la Covid, depuis la recherche de contacts jusqu'à la délivrance de soins, jusqu'à les tests en laboratoire, jusqu'au spectre des campagnes de vaccination. Donc, ce que Dimagui a fait, c'est que pour s'assurer que le coût de la solution n'était pas un facteur de blocage pour le déploiement des solutions numériques, on a rendu les abonnements. En fait, ComCare, c'est une solution qui fonctionne comme un abonnement, c'est des licences à payer. Et donc, on a mis à disposition aux ONG, aux différents ministères de la Santé, la solution gratuitement. Donc, ce qu'ils avaient à faire, c'est de
choisir une application modèle. Je vais présenter les différentes applications modèles par la suite. Et juste, en fait, télécharger cette application modèle-là sur leur interface web et par la suite, donc, travailler avec Dimagi et demander un support d'implémentation pour personnaliser ces applications-là et les rendre, les mettre en phase, en fait, avec les protocoles en vigueur sur les pays et les réalités locales. Voilà, donc voici les différentes applications qui ont été mises à disposition. Donc on a des applications mobiles web, il y a également des applications de messagerie et il y a des tableaux de bord donc, avec des outils de business intelligence pour pouvoir suivre toutes les tendances et des différentes phases de la riposte au niveau central. Donc il y a beaucoup de similitudes avec ce que mon collègue de Blue Square nous a présenté. Donc, parmi les différentes applications, on a des applications qui sont utilisées au niveau des points d'entrée, donc qui sont basées sur les protocoles de l'OMS pour détecter et signaler les voyageurs avec des symptômes, les cas suspects, applications suivies de contact, j'en ai parlé, toujours basées sur les protocoles FFX de l'OMS et du CDC. On a des applications aussi qui permettent aux établissements de santé en fait, de pouvoir collecter toutes les informations essentielles et pouvoir déterminer s'ils sont prêts au niveau des stocks, au niveau voilà, des médicaments, tout ce qu'il faut, des tests en cas de pic. On a des applications de formation pour les agents de santé ou en tout cas qui sont au contact des personnes de cas suspects. On a aussi développé des partenariats avec des organisations comme Find ou Medic Mobile pour des applications modèles pour tout ce qui est soins à domicile ou alors gestion des tests en laboratoire. Et la dernière application dans ce spectre d'applications-là, c'est une application qui permet de suivre la distribution des vaccins. Voilà. Des applications messagerie, très brièvement, donc on a des applications surveillance communautaire, donc soit par SMS ou WhatsApp. Et également, bon ça je vais en parler après. Et le dernier point, donc, c'est que, comme je disais, on a développé des tableaux de bord à travers les outils de BI les plus courants pour s'assurer de tirer parti, le meilleur parti de toutes les données qui ont été collectées et les analyser. Donc des tableaux de bord Excel ou alors sur Power BI ou sous Tableau donc, ont été développés et mis à disposition. Donc maintenant, je vais en venir aux exemples de projets qu'on a déployés. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, quand on regarde toutes les applications dont je viens de parler ont été déployées à peu près sont déployées dans une quarantaine de pays avec un peu moins de 50 000 utilisateurs donc à travers le monde en fonction des intérêts des pays, des ministères ou des organisations sur les solutions présentées. Alors cette carte montre rapidement notre présence au niveau des solutions Covid. Alors les États-Unis, c'est un exemple intéressant à citer parce que c'est l'un des premiers pays qui a adopté nos solutions, surtout les solutions de suivi, traçage de contact. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières solutions qui a été développée et par la suite, donc, les autres ont suivi. On a eu aussi beaucoup d'engagement avec divers ministères. Dans les exemples, j'ai parlé beaucoup de ce qui a été fait en Afrique, mais dans cette liste, vous voyez Belize, Guatemala, l'Inde, le Pérou, qui ont aussi adapté des solutions, la Jamaïque, etc. Voilà, donc je parlais des États-Unis. Donc ce qu'on a fait avec eux, en fait, c'est qu'on a mis à disposition une de nos équipes qui a travaillé avec un pool de volontaires qui étaient des rasseurs de contact, donc des universitaires, des volontaires, etc. Et donc l'une des particularités, je n'ai pas dit au début aussi, c'est que ces solutions, ces applications modèles, en fait, ont la vocation d'être déployées très rapidement. Parce que l'objectif vraiment c'est d'être réactif. Et donc voilà, à peu près entre une semaine, 2-3 semaines, ça dépend vraiment des spécificités, des besoins de personnalisation au niveau local. On a pu déployer ces applications-là. Donc celle
qui a été utilisé en Californie a permis de faire tout ce qui est dépistage de cas suspects, faire des enquêtes au niveau des cas confirmés, voir avec qui ils avaient été en contact, aussi envoyer des messages assez régulièrement pour voir au niveau de la surveillance des symptômes, comment ça évolue, etc. Voilà, donc deux composantes principales, une interface web qui a été utilisée au niveau des officiels de santé publique et aussi un système de SMS, comme je l'ai dit, donc, pour pouvoir envoyer des SMS, suivre les contacts, etc. Togo aussi, c'est un exemple intéressant. Principalement à cause de l'outil décisionnel qu'on a développé avec eux. Ils ont utilisé donc, dans leurs efforts de réponse pour le suivi de contact également. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la base de cette expérience, vous avez un exemple ici, donc, on a publié un modèle de tableau de bord qui a ensuite servi à d'autres pays pour suivre tous les indicateurs qui sont mentionnés ici. Donc, avoir le nombre des comptes quotidiens de cas signalés, le nombre de cas suspects, de cas confirmés, le nombre de décès, tout ça, c'est possible de le suivre à partir de ces tableaux de bord. Je vais citer, donc, j'ai encore deux exemples. Oui. J'ai encore le temps. Oui. Allez-y. Ok, donc le Burkina, je voulais en parler parce que c'est un exemple... C'est un exemple intéressant parce que au Burkina Faso, en fait, on a une solution qui a été déployée depuis 2010 en partenariat avec Terre des Hommes, le ministère de la Santé. Et c'est une solution donc, qui s'appelle le registre électronique de consultation et qui permet c'est une digitalisation du protocole de prise en charge des maladies de l'enfant, donc des maladies des enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, en termes de couverture, elle est utilisée dans 85% des établissements de santé. Donc, on s'est appuyé sur cette solution-là pour pouvoir très rapidement rajouter un module qui permet de faire plusieurs choses. Donc, tout ce qui est dépistage, triage, donc évaluer les symptômes, cartographier les cas suspects, faire de la sensibilisation aussi au niveau communautaire et pouvoir former les agents de santé. Donc, un exemple de comment déployer rapidement et à l'échelle une solution dans des situations d'urgence. Et dernier exemple, c'est la Somalie. Donc la Somalie, c'est un exemple intéressant parce que ce matin, on a beaucoup parlé de problèmes de leadership au niveau des ministères, etc., pour l'adoption des solutions. Donc en Somalie, ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Santé s'est très fortement appuyé sur ses partenaires et notamment sur Dimagi pour pouvoir en fait déployer leur campagne de vaccination et suivre à travers la solution toutes les doses de vaccins qui ont été délivrées, faire les rappels de rendez-vous pour les deuxièmes doses, voir qui a fait sa deuxième dose, qui ne l'a pas fait, suivre les comment ça s'appelle, les side effects, les effets secondaires, voilà, les effets secondaires, etc. Donc voilà un exemple de solution aussi pour la vaccination. Merci beaucoup de cette présentation de Dimagi. Je sais que Oumar Bagayoko, un peu votre sentiment. Beaucoup de choses, ça recoupe un peu avec la présentation précédente. La différence, c'est que Dimagi fait quand même beaucoup d'applications. Vous avez parlé que c'est beaucoup d'applications. La question que moi j'avais, en tout cas l'interrogation que je me posais, c'est est-ce que ces applications, surtout pour la prise en charge de Covid-19, se parlent entre elles? Parce que même si c'est la même solution à la base, c'est peut que ne se parlent pas. Est-ce qu'il y avait lieu pour la Covid en fait de multiplier le nombre d'applications? Parce que vous avez dit que c'est pour la gestion des entrées, contacts, formation rapide. Qu'est-ce que vous a amené en fait à développer plusieurs au lieu d'une seule application qui pourrait faire de bout en bout, surtout avec la même solution? Je vous remercie pour la question. Donc, je vais peut-être revenir en arrière. Donc, je confirme que c'est des applications en fait qui peuvent s'intégrer entre elles. Ça peut être différents modules d'une application globale et tout dépend vraiment. On a développé ces différentes applications sur la base des besoins qui sont remontés en discutant avec les ministères, en discutant avec les organisations qui étaient sur le terrain pour savoir
de quoi avez-vous besoin et comment, sur la base des expériences et des divers projets qu'on a développés dans d'autres pays, mettre à disposition très rapidement quelque chose qui peut, des solutions en tout cas, qui peuvent être efficaces dans le cadre de la réponse. Donc, par exemple, l'application point d'entrée peut être couplée à l'application suivi de cas de contact, peut être couplée à l'application gestion des tests en laboratoire, à l'application vaccination. Donc, j'ai choisi aussi de présenter des exemples où les ministères ou les partenaires avaient un bout ou l'autre de l'application, mais il y a des projets où vous pourrez retrouver 2 ou 3 applications couplées à la messagerie, couplées au tableau de bord. Et sur l'interopérabilité de ce type d'application, la capacité à dialoguer avec d'autres systèmes d'information? Oui, alors, Comcare en général est une solution donc, qui peut communiquer qui est interopérable avec d'autres solutions. Notamment, je vais prendre l'exemple de DHIS2. On peut se connecter à d'autres applications via les API, etc. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est ouvert et voilà, on sait communiquer avec d'autres systèmes. Je vous propose de prendre quelques minutes, si vous voulez, que ce soit pour ceux qui nous regardent sur Internet ou pour ceux qui sont dans cette salle, pour questionner ces 3 applications. On verra ensuite la présentation de Cheikh Oumar Bagayoko, mais là on a 3 exemples à la fois différents et aussi complémentaires sur pas mal de points qui ont été développés pendant cette pandémie de Covid. Alors il y a un micro qui va circuler. Allez-y, c'est le moment de leur poser toutes vos questions, que vous soyez dans cette salle à Dakar ou que vous soyez sur Internet, comme Romain, par exemple, qui félicite de ces initiatives, ou Eladji aussi, qui nous a envoyé un petit message de félicitations pour les initiatives qui ont été présentées. Alors, qu'il y a des questions, des remarques? Voilà, le premier bras vient de se lever. Madame vous apporte le micro tout de suite. Avant. On ne va pas faire honneur aux femmes, on va mettre un homme d'abord. Allez-y, on vous écoute. Merci. Je vous remercie. Donc, je remercie Amref pour l'invitation. Je suis le docteur Muntaga Dia. Je viens de l'université de Bambey. Je suis le chef du département de santé communautaire. Et donc, je suis très intéressé par tout ce qui a été présenté depuis ce matin. Je voudrais juste poser une question à Madame Ndir par rapport à l'application pour la surveillance communautaire. Est-ce qu'elle peut nous dire en quoi ça a consisté et qu'est-ce que ça a permis de faire exactement? Parce que, comme beaucoup l'ont déploré, la coordination, la communication. Je sais qu'avant la pandémie Covid-19, il y avait au Sénégal, avec l'appui du ministère de la Santé et de certaines ONG, ce qu'on appelle des comités de veille et d'alerte communautaires qui ont été installés dans certaines régions. Et parmi les acteurs communautaires ont été dotés d'outils de téléphone portable avec application qui permettaient, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans la localité, de pouvoir lancer un signal à l'infirmier chef de poste, au chef de poste vétérinaire et aux responsables de l'environnement. C'était dans le cadre du One Health pour pouvoir venir investiguer un événement, le rapporter, le suivre et en tirer des conséquences. Est-ce que cette application dont elle parle va dans ce sens? Merci. Je vous remercie pour la question. Donc, l'application pour la messagerie communautaire, en fait, elle avait plusieurs composantes. Le premier composant, en fait, c'était l'engagement communautaire et permettre, en fait, de parler à des bénéficiaires ou bien de transmettre des messages sur tout ce qui est, par exemple, rappel des gestes barrières, rappel qu'il faut se laver les mains, rappel de garder les distances, etc., ou qu'il faut rester à la maison, et aussi donc communiquer tous les messages de sensibilisation donc relatifs à la Covid. Il y avait d'autres composantes donc par SMS ou WhatsApp qui permettent à par exemple à un agent de santé communautaire de communiquer avec un cas suspect qu'il a eu à rencontrer, voir comment évoluent les symptômes, permettre aussi à ces bénéficiaires-là qui sont des cas suspects ou des cas confirmés de remonter certaines informations, certaines inquiétudes, ou voilà, poser certaines questions. Il y avait cet aspect aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé lors de la présentation, mais chatbot. Donc voilà, comme un agent en fait qui est derrière un numéro de téléphone WhatsApp et qui communique donc avec les bénéficiaires sur des messages de sensibilisation, etc.
Et pour prolonger la question de monsieur, dans cet aspect par exemple de messagerie ou d'outils de communication, est-ce qu'il vous est, puisque l'une des grandes questions depuis ce matin c'est la coordination, est-ce que vous êtes par exemple posé la question à un moment de supprimer cette possibilité parce qu'il y a d'autres, il y en a beaucoup d'autres messageries de communication? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si ça faisait doublon par rapport à autre chose, que ce soit d'ailleurs cette application-là ou d'autres applications, parce qu'elles sont nombreuses dans la solution que vous avez décrite tout à l'heure? Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des solutions qui ont été choisies et implémentées donc, au niveau des pays d'intervention. Je sais que cette solution a eu beaucoup de pertinence, par exemple, en Inde, puisqu'on avait eu d'autres développements de solutions semblables dans le cadre d'autres projets. Donc déjà au niveau de l'adoption, par le ministère de la Santé, c'était quelque chose qui était déjà acquis. Voilà, donc j'essaie de me rappeler sur l'Afrique, est-ce qu'on a eu à développer ces solutions-là, mais je sais que principalement en Inde, ça a été le cas. Il n'y a pas eu beaucoup de solutions de messagerie, échange communautaire ici, sauf sur les projets justement de vaccination où on permet aux personnes vaccinées donc, de remonter des effets secondaires ou alors de recevoir des messages pour leur rappeler leur rendez-vous pour la deuxième dose. Il y avait beaucoup d'autres bras qui se levaient de questions. Madame, on vous écoute. Bonsoir tout le monde, c'est Fatoumata Binta Koli-Diop. Je suis sage-femme d'État à la maternité Le Dantec. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, de partager et d'échanger. En fait, moi, j'ai un seul souci. Tantôt, vous avez parlé par rapport à la connexion, qui est un problème quand vous allez dans les zones reculées. Certes, même si vous leur fournissez le matériel dont ils auront besoin, il y aura un problème toujours de connexion dans ces zones. Moi, j'ai eu à faire une supervision lors de MGF au niveau de la région de Sédhiou. Il y a un poste de santé où il n'y avait même pas d'électricité. Donc là, quand vous arrivez, vous leur proposez certaines applications, surtout avec les collectes de données. Certes, c'est l'idéal, mais il serait mieux donc de travailler en parfaite collaboration avec les autorités locales, bien sûr, qu'il y ait l'accès par rapport à l'Internet, mais aussi régler toujours les problèmes de base. Parce qu'il y a l'essentiel qu'il faut toujours aller voir qu'est-ce que je dois faire pour arriver à un résultat positif. C'est ça que nous attendons de vous et qu'il faut qu'il y ait un partenariat, certes avec l'État, mais avec les autorités locales. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Le temps que le micro circule, je ne sais pas si Cheikh Oumar Bagayoko voulait compléter ce qu'a dit Madame. Effectivement, on en est. C'est ce paradoxe dingue, quelque part, d'Internet. On peut faire des choses extraordinaires par application, individualiser des soins, individualiser des messages, recueillir des données. Et ce gros paradoxe où on est complètement bloqué et on ne fait rien si on n'a pas de connexion ou d'ordinateur. Oui, on revient au même problème, quoi. Des fois, on dit que normalement, tous les passagers d'un bateau ont un seul objectif, c'est de bien traverser. Mais dans ce domaine-là, on a du mal à comprendre. Les gens ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais le problème est que chacun agit directement sans un cadre en fait qui est précisé. C'est ce cadre qui va permettre en fait un travail avec l'État, avec les autorités locales pour voir là où il n'y a pas de connexion, quelle est la technologie qu'on peut utiliser offline, s'il n'y a pas d'énergie, est-ce qu'on peut amener de l'énergie solaire moins chère avec, ainsi de suite. C'est ce travail en fait de conception, d'analyse en fait que nous sautons des fois en donnant plus d'importance à la technologie qui n'est pas un problème aujourd'hui, qui est mature et qui existe, qui est là. Donc il faut partir vraiment sur l'analyse de la situation et adapter les solutions au contexte. Khady Ndir, vous vouliez compléter? Sur ce point-là, donc comme CARE en fait, qui est la solution que nous développons, c'est une solution qui fonctionne offline. Donc il n'y a pas besoin d'avoir Internet pour pouvoir, les données seront pour collecter les données. Bien sûr, il faudra la connexion pour transmettre les données au serveur par la suite. On a des projets où justement on travaille dans des zones où la couverture pour l'Internet est très mauvaise. Donc on a des alternatives pour pouvoir envoyer les données par SMS. Et juste un autre point donc, sur les aspects vraiment
d'implémentation de projets. Nous, notre approche sur quasiment tous les projets, les contrats qu'on signe, c'est que avant de déployer la solution, on a toujours une phase de scoping, on appelle scoping, donc c'est voyage sur le terrain, rencontrer tous les acteurs, rencontrer les utilisateurs, aller vraiment jusqu'au dernier kilomètre pour voir quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et donc prendre en charge ces différentes problématiques-là dans la conception de la solution. Donc ça inclut quelquefois donc recommander sur des zones où il n'y a pas d'électricité, recommander des chargeurs qui fonctionnent au solaire, ces solutions par SMS-là, mais on met vraiment l'utilisateur au centre de la conception de la solution pour pouvoir éviter donc tous ces désagréments-là. Ouais, de l'hyper-adaptation en fait au terrain. Voilà, il y avait le micro, monsieur. Dieudonné Congolo, je suis médecin référent technique régional santé et nutrition pour la Croix-Rouge française et je suis basé ici à Dakar. Je remercie avant tout, je profite de cette occasion pour remercier Amref de son invitation et aussi tous les participants de la qualité de leurs interventions. Alors ma question, elle s'adresse à tous les intervenants de tout à l'heure, mais aussi particulièrement à Dimagui, qui a dit avoir développé des applications en fait, qui ont été utilisées dans plusieurs pays, sur plusieurs continents aussi, et dans différentes épidémies, et parfois des contextes qui sont assez similaires. J'aimerais savoir s'il y a une plateforme qui recueille en fait, le retour des utilisateurs par rapport aux difficultés ou des propositions d'amélioration, et si ce retour-là sont tenus en compte et à quelle fréquence pour pouvoir améliorer la qualité de ces applications. Voilà ma question. Qu'on peut poser aux trois intervenants d'ailleurs. Peut-être Radiendir dans un premier temps, puis on verra avec les deux autres ensuite. Oui, alors dans le cadre de notre approche de déploiement et de projet, donc on a des responsables de projet, des gestionnaires de projets qui sont sur le terrain et comme je dis, qui rencontrent les utilisateurs, les différents intervenants dans le cadre des projets et qui dans leur vocation, doivent aussi remonter les difficultés qui sont rencontrées par les utilisateurs. Et on a des forums de discussion en interne au niveau des équipes d'implémentation, au niveau du management, pour pouvoir recueillir toutes ces problématiques-là. Et souvent, elles sont communes. Donc, et développer, adresser vraiment ces problèmes-là dans le cadre de déploiement futur ou de les intégrer vraiment dans notre approche de conception. Il y avait une première question, vous m'excuserez, j'ai oublié. Oui, la fréquence et le retour en fait, du feedback des utilisateurs. Voilà, on a aussi une plateforme en fait, qui est un forum de tous les utilisateurs de Comcare, qui est accessible à tous et qui permet vraiment à tous les utilisateurs qui soient techniques ou pas, de remonter leurs soucis et d'en discuter donc, dans le cadre de cette communauté-là. Voilà, ça c'est un... Eladji Gaye, pareil, sur votre solution, quel retour, quelle fréquence de retour et du coup, quel changement, fréquence de changement d'application? Je pense que ça c'est une question fondamentale pour tout, en tout cas, entreprise qui fournit des solutions digitales à ce niveau-là. Parce que ce sont ces feedbacks-là, effectivement, qui nous permettent de pouvoir même améliorer les outils, de pouvoir les contextualiser aux nouveaux besoins des pays, etc. Alors, chez Blue Square, on a, au niveau des clients, on a ce qu'on appelle le service desk, qu'on paramètre pour tous les clients. Et voilà, c'est une plateforme qui permet, n'est-ce pas, aux clients, après une période d'utilisation de ces outils-là, de pouvoir, n'est-ce pas, nous faire remonter les feedbacks, voilà, l'organisation technique, même la fonctionnalité technique, mais également la mise en œuvre même des applications au niveau de la communauté. On a également initié ce qu'on appelle les workshops qu'on organise annuellement. En fait, c'est une rencontre où, n'est-ce pas, on regroupe soit à Dakar, soit à Bruxelles, tous les data managers des solutions que nous fournissons. Et c'est, n'est-ce pas, une tribune qui fait occasion, n'est-ce pas, à ces gens-là de pouvoir nous faire remonter les feedbacks, les demandes d'amélioration qui ont été notées, n'est-ce pas, au niveau de l'utilisation. Je pense que la dernière en date qu'on a organisée, c'était il y a de cela un peu moins d'un mois à Dakar, où on avait une dizaine de pays représentés.
voilà, au niveau de Dakar. Donc c'était la deuxième édition et je pense qu'on va perpétuer cela. La première édition, on l'avait fait à Bruxelles au moment même où le Covid, parce que je me rappelle que c'est le Covid, le contexte qui avait même à ce moment interrompu la séance. Et voilà, l'idée derrière, c'est de pouvoir créer une forte communauté derrière les outils que nous livrons. Et ça aussi, c'est une très belle force d'Internet, une très belle chose, la notion de communauté, quand même, de personnes qui travaillent dans le même sens et avec des liens souvent très forts. Khalida Tasso, pareil, quel retour des utilisateurs et quelle modification de vos services derrière? Alors nous, ces retours-là, c'est comme je disais tout à l'heure, on les intègre dès le début. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un parcours de formation, on anticipe rapidement en demandant aux utilisateurs quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés et essayer d'apporter des solutions. On a des retours simples. Par exemple, j'ai du mal à me connecter, j'ai du mal à m'inscrire. On appelle cette personne qui donne son numéro de téléphone. Vous faites ça, on fait l'accompagnement de bout en bout pour que la personne puisse utiliser la solution facilement. Après, depuis que notre solution de Medical Learning Hub a été déployée, nous avons fait plusieurs modifications, plusieurs changements. Nous avons refait une refonte même du site web et tout. Et toutes ces informations, toutes ces modifications-là, toute cette réorganisation, toute cette restructuration a été faite grâce au retour de nos partenaires, tant privés que publics, mais aussi grâce au retour des utilisateurs. Et même la partie sur la customisation, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de la plateforme e-learning de Suède, qu'on a créée, qui ne ressemblait pas du tout aux autres pages de e-learning qu'on avait sur notre plateforme, où on a dû tenir en compte de la position géographique, des besoins, de beaucoup de contextes pour pouvoir produire cela. Parce que c'est important pour nous que les solutions qu'on déploie puissent être utilisées et facilement accessibles, en fait. La question que j'ai envie de poser aux trois également, qui est un peu la prolongation de la question que posait monsieur, vous parlez beaucoup des retours d'utilisateurs. J'ai envie de vous dire quel retour vis-à-vis des financeurs ou vis-à-vis des décideurs, c'est-à-dire des personnes qui n'utilisent pas l'application au quotidien, mais auxquelles vous pouvez suggérer des modifications, des différences d'utilisation. C'est la prolongation de ce qu'on disait ce matin en table ronde, ouais. Comment essayer de parler le même langage, se coordonner. Les décideurs publics, les financeurs peuvent prendre des décisions, mais s'ils ont aussi les bonnes informations qui leur remontent derrière, est-ce que ça vous est arrivé de dialoguer plus facilement avec eux, éventuellement de les interpeller sur tel ou tel point stratégique derrière, ou telle remontée de données? Oui, bien sûr. C'est comme par exemple ce que je disais. Nous, on a deux types d'utilisateurs. Une partie, quand je parle des retours, une partie, c'est vraiment l'utilisateur final, c'est-à-dire le médecin, le relais communautaire qui veut faire sa formation. Et d'autre part, il y a l'organisation avec laquelle nous collaborons. Ouais, je pensais aux sociétés savantes, voilà, que vous citiez tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites un dialogue et vous les embarquez dans votre aventure? Dans les projets, on les initie dès le début, dès le départ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vers un projet, c'est tout un processus. Donc, comment est-ce que vous voulez que la page soit, comment vous voulez la page... parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a une page institutionnelle pour chaque organisation sur notre plateforme. Donc, on leur demande comment est-ce qu'ils veulent que ça soit, si ça demande du développement supplémentaire, si ça demande de la customisation, si ça demande... Toutes ces informations-là, on les prend dans le cahier des charges et après, du coup, on anticipe et on évolue en allant, en fait. Donc, voilà. Pareil, même question, Djigaï. Oui, effectivement, je pense que là également, c'est une réalité en général. Les personnes à qui on discute le plus, c'est les utilisateurs et peut-être le pays qui est bénéficiaire. Maintenant, nous, à Blue Square, on est en train de préparer une conférence et cette fois-ci, la cible, c'est les partenaires. Parce que nous, on intervient beaucoup dans le domaine du financement de la santé. On s'est rendu compte qu'au niveau des pays, on a plusieurs interventions à ce niveau-là. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, mettre une conférence, n'est-ce pas, où on va regrouper tous ces partenaires et essayer de voir voilà, comment harmoniser les interventions à ce niveau-là, maintenant effectivement lié au système de financement de la santé. Effectivement, ce que vous dites est une réalité, parce qu'en général, le partenaire également, il a envie de savoir comment ça fonctionne, c'est quoi même le retour voilà, du bénéficiaire, des utilisateurs au niveau du pays. Et forcément, peut-être l'organisation qu'on a actuellement ne permet pas à ces partenaires-là d'avoir ces informations. Donc je pense que c'est quand même important de pouvoir voir comment restructurer en tout cas l'organisation, à ce que, n'est-ce pas, ces partenaires-là puissent avoir une place pour une meilleure visibilité des interventions que nous faisons. Parce que quand même, c'est eux qui facilitent, qui soutiennent en tout cas les interventions à ce niveau. Khadine Dir, je vais vous poser la même question, en relation avec les financeurs ou les décideurs qui n'utilisent pas l'application. Alors nous, à notre niveau, nos clients principaux
signe des contrats avec les ONG et les ONG sont totalement impliquées dans toute la phase de conception, développement et déploiement de l'application. On demande à ce qu'ils mettent des personnes dédiées qui vont travailler en étroite collaboration avec nos chefs de projet et donc qui ont leur mot à dire et qui valident donc toutes les différentes étapes de conception de l'application et qui nous disent, par exemple, je veux des tableaux de bord avec tel indicateur pour pouvoir aussi faire des données, envoyer des rapports aux donateurs. Donc oui, ils sont impliqués. D'autres questions dans la salle? Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Mamoudou Diouf, je suis chef de projet à Amref Health Africa. J'ai en charge la riposte Covid au niveau du bureau. Donc, je ne vais pas revenir sur les défis qu'on a évoqués depuis ce matin, des défis qui tournent autour du relèvement, du renforcement du système de santé pour disponibiliser les outils informatiques, les ressources, le renforcement des ressources humaines, mais également l'accompagnement par les opérateurs pour avoir une bonne connectivité en périphérie. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de e-santé sans pour autant avoir de la connexion. Maintenant, à côté de cela, moi je comprends que dans le cadre de la Covid, nous sommes dans un contexte d'urgence où peut-être il faut développer des plateformes qui permettent d'envoyer des alertes, qui permettent de comptabiliser les cas, qui permettent de faire le diagnostic. Mais maintenant, ma crainte dans tout ça, c'est que si on veut aboutir à ce que disait Madame la conseillère technique numéro 1 du ministre de la Santé du Sénégal, ce qu'elle disait tout à l'heure ce matin dans son allocution, si on veut arriver à zéro papier dans le système de santé comme la vision du Sénégal, je pense qu'il faudrait que les partenaires essaient de travailler autour d'une plateforme ou autour de plateformes qui sont interopérables avec le DHIS2, qui est aujourd'hui la seule source de collecte de données où le ministère puise ces données. Mais sinon, avec cette panoplie de plateformes, déjà, il y a les prestataires qui se plaignent de gros volumes de travail. Et à côté de cela, on ajoute encore l'utilisation de N plateformes. Ça peut même entraîner à la limite une sous-utilisation ou une mauvaise utilisation de ces plateformes. Donc je pense qu'il est temps que peut-être que tous ceux qui œuvrent dans le cadre de ces plateformes puissent s'asseoir peut-être autour d'une table ou interagir de façon à harmoniser ce qu'ils sont en train de faire pour l'aligner avec le DHIS2 qui est le document officiel de collecte des données du ministère de la Santé. Merci beaucoup. Merci pour cette participation. Peut-être chez Omar Bagayoko, un commentaire ou un constat. Le DHIS2 semble s'imposer et devient incontournable aujourd'hui. Oui, je pense ces paroles, je pense que de quelqu'un qui connaît le terrain et tous les contours. Donc justement, DHSD, les choses doivent se faire autour de ça, qui n'a aucune contradiction avec, ni aucune concurrence d'ailleurs avec tout ce qui a été dit depuis ce matin, parce que encore une fois, DHSD, c'est un entrepôt de données, c'est un système de remontée des données. Il doit être utilisé dans ce sens. Ce n'est pas un système d'information clinique, ce n'est pas un autre type de système. Donc, mais ceux qui construisent en fait des systèmes de prise en charge des patients, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau hospitalier, doivent faire en sorte que ces systèmes-là communiquent avec DHSD. C'est là où DHSD même va être plus efficace parce qu'aujourd'hui, personne ne peut jurer sur la qualité ni la fiabilité des données dans DHSD parce que les gens écrivent encore sur le papier et essaient de saisir en fait dans DHSD les indicateurs. Donc, il n'y a pas une remontée automatique au niveau des sources de données. Et ce qui fait que le même patient peut être compté 3 fois dans la journée par DHSD. Je donne un exemple. Je vais à l'hôpital A le matin, j'ai la fièvre, truc, on va me dire j'ai pas lu. Ils vont écrire pas lu. Je reviens à la maison, je ne suis pas content, je vais dire à 16h, ça ne va pas, je vais dans une autre structure. On va me compter pas lu, ainsi de suite. Et tous ces 3 cas-là remontent dans DHSD, on va dire qu'il s'agit des 3 cas de palier, alors que c'est la même personne
qui se promènent entre 3 structures qui sont différentes. Donc si on a des systèmes d'information au niveau des sources de données, où on est capable d'identifier le patient, on va savoir qu'il s'agit du même patient et on ne va pas compter ce cas de palu 3 fois pour une personne. Ouais, toujours la question d'identification numérique du patient et du dossier patient global. Raliata, vous vouliez réagir et puis je passerai ensuite le micro dans la salle à nouveau. Oui, je voulais justement rebondir très rapidement sur ça. C'est le problème en fait d'identification numérique déjà. C'est pour ça qu'il faut une volonté nationale, qu'il faut savoir où est-ce que nous voulons en aller et ça grâce à nos politiques pour qu'ils nous puissent nous guider de mettre ce cadre-là et à l'intérieur de ce cadre, tous les acteurs pourront aujourd'hui s'y retrouver et pouvoir aujourd'hui faire le lien. Parce qu'on ne peut pas faire le lien s'il n'y a pas cette clé-là, s'il n'y a pas cette clé identique. Par exemple, vous voyez, en France, par exemple, il y a le numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, peut-être au Sénégal, on était en train de penser à cela. On a travaillé sur le dossier patient pour le ministère de la Santé. On pensait à comment faire aujourd'hui pour identifier justement en fait, un patient. Est-ce qu'on utilise le numéro de la carte d'identité nationale? Il y a beaucoup d'informations, donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais on ne part pas du vide en fait. Dernière question, puis je passerai la parole à Chekoumar Bagayoko pour sa présentation ensuite. Bonjour, merci. Moi, c'est Guillaume Deflot, je suis directeur des opérations à IT4Life. Ma question, c'est on discute toujours souvent dans ce type de projet, alors Covid ou pas, de la souveraineté des données. C'est des discussions qui sont très longues, très complexes. Dans le cadre du Covid, on a dû agir vite. J'aurais souhaité avoir un retour d'expérience des différents panélistes pour savoir comment ça s'est passé, où sont hébergées les données, quelles réticences au niveau des ministères, etc. Pour avoir souvent les données de santé hébergées à l'extérieur, donc peut-être un feedback. Alors, qu'est-ce qui veut répondre effectivement à cette question? Est-ce que c'en est une d'ailleurs en cas d'urgence? Est-ce que ça devient une question nécessaire ou pas nécessaire de l'hébergement des données? Ou comment, sous quelle modalité? L'hébergement local, oui, mais encore faut-il que le local ait les possibilités d'héberger correctement avec sécurité les données. Parfois, héberger ailleurs, finalement, elles sont plus sécures qu'en local. C'est une question qui est extrêmement complexe. Elle a Jigaï dans un premier temps et puis Radi dans un deuxième. Oui, là également, c'est une question qui revient de plus en plus avec les clients avec qui nous travaillons. C'est le souci de l'hébergement local. Et là, à ce niveau-là, ce qu'on est en train de faire au niveau de Blue Square, c'est de réécrire même les solutions qu'on est en train de livrer pour que qu'on puisse, n'est-ce pas, les hoster localement. Parce que voilà, ce n'était pas des sources libres, des open source, etc., Donc on est en train de, n'est-ce pas, voir comment, n'est-ce pas, réécrire ces solutions-là, n'est-ce pas, pour que voilà, qu'on puisse faire l'hébergement local. Maintenant, l'autre défi, c'est que le client le demande, mais si on lui dit que voilà, la solution elle est là, elle est prête pour être hostée localement, l'infrastructure n'y est pas. Donc là également, c'est un autre défi à ce autre niveau. Et je me rappelle en 2015-2014, le Sénégal avait organisé une rencontre de réflexion de ce genre pour essayer de voir comment rapatrier les serveurs voilà, au niveau national. Et là, je pense quand même que c'est un défi qui est là. Sur lesquels nous, au quotidien, on est, voilà, même actuellement dans les offres même qu'on reçoit, il y a toujours l'aspect hébergement local qui intervient dessus, voilà, qui est toujours intégré dans les offres. Maintenant, comme on le dit, la réalité, c'est au niveau des infrastructures maintenant qui fait des fois à ce niveau-là. Oui, alors dans le cadre des solutions Covid qu'on a déployées, on n'a pas eu à héberger les données localement parce qu'on était dans toutes les discussions, dans des solutions, dans des réactions d'urgence. Donc on ne l'a pas fait, mais en dehors de ça, sur d'autres types de projets, on a eu à d'abord, donc c'était une approche en plusieurs phases. La première phase, c'est d'héberger les données sur le cloud et petit à petit, donc faire des renforcements de capacité au niveau des équipes techniques, du partenaire, du ministère, etc. Et donc faire la transition petit à petit pour héberger au final en local. Mais c'est un processus qui peut prendre, sur la base de l'expérience qu'on a, plusieurs mois, voire plusieurs années pour être effectif et efficient à 100%. Radiata, sur cette question qui est complexe, hein, comme question, celle de l'hébergement des données. Hein. C'est pas parce que c'est en local que c'est plus
c'est plus sécurisé que si c'était à l'extérieur. C'est pas parce que c'est en local que c'est plus accessible d'un point de vue infrastructure que si c'était à l'extérieur. Il faut faire tomber pas mal de clichés aussi là-dessus. Comment est-ce que vous faites, vous? Je me rappelle très bien que dans le cas, quand on faisait la restitution justement de l'audit qui a été fait pour le ministère de la Santé sur le dossier patient, on avait ces questions-là qui étaient soulevées. Où est-ce que les données vont être hébergées? Nous, actuellement, pour la plateforme, nous sommes RGPD, donc selon les normes européennes voilà, qui sont en vigueur. Pour ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour la partie télémédecine, où je vais vous expliquer, on a une valise de diagnostic médical. Sur cette partie-là, les données sont hébergées via une application qu'on utilise, parce qu'on a une application qui est en Inde, mais avec un client qu'on avait eu, un partenaire qu'on avait eu qui voulait faire des opérations. Justement, la question s'est posée sur héberger les données en local, parce que c'était des données patients, donc c'était sensible. Et puis, c'était plus juste un utilisateur qui se connecte avec son adresse mail, comme par exemple dans le cadre de la formation en ligne. Mais là, ça devenait vraiment un dossier patient avec des informations qui sont personnelles et tout. Donc, ce qu'on a fait, on a étudié la possibilité d'héberger en local. C'était beaucoup plus complexe, c'était plus compliqué. Il y avait la partie cloud. Donc, du coup, finalement, on a migré, comme c'était urgent. Nous avions migré vers une solution en fait, d'anonymisation des informations sur la partie de l'application et après derrière de devoir faire aujourd'hui en partie externe sur le link entre l'application et la partie externe. Mais c'est sur les fichiers en fait, externes où il y avait les vraies informations et sur l'application on avait un système anonyme. Cheikh Oumar Bagayoko, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Est-ce que c'est une question qui est cruciale en termes d'urgence ou pas? Est-ce qu'il y a pas mal de clichés à faire tomber sur cette question? Je pense que c'est plus que urgent. Pour moi, ça fait partie des services que j'appelle invariants aussi, l'hébergement des données. Monsieur a très bien raison de dire la souveraineté. Pour moi, les données constituent la souveraineté en fait, d'un pays, mais il faut faire la différence entre les choses. Lorsqu'on veut de toute façon faire une communication pour soigner le patient à distance, l'expertise et autres, ce n'est pas tout le dossier patient qui est communiqué. C'est le fait de dire à quelqu'un, j'ai tel patient, il a ça, comment faire. Ça, on le fait tous les jours, même les pays occidentaux. Donc, les médecins s'appellent au téléphone tous les jours. Mais à partir du moment où on va relever les données Covid, on va relever les données du patient, on va relever les indicateurs de santé du pays, les pays doivent se donner les moyens d'héberger les données. Toutes nos capitales, je ne dis pas aller héberger les données à Tambacounda quand on est au Sénégal. Je sais que tous nos pays ont aujourd'hui des centres d'hébergement au niveau national. Il faut se donner les moyens de doter ces centres-là lorsqu'il s'agit des données patients, des données individuelles, que ces données-là restent sur le territoire. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuse, moi je dirais, au niveau en tout cas technologique, si on a la vision de ne pas pouvoir faire ça. Je pense, c'est mon avis. Le savoir, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Ça n'a pas changé depuis des millénaires. Et même à l'époque d'Internet, ça reste encore plus vrai. Puisque vous avez le micro, Cheikh Oumar Bagayoko, je vous propose de le garder et de nous faire vous aussi votre rapport quelque part sur les utilisations de ces applications Covid et les retours des applications Covid. Okay. Alors, hop, voilà, vous allez peut-être pouvoir attraper l'ordinateur qui est à côté de vous et on va basculer sur votre présentation. Voilà, rapidement. Alors, on va avoir un petit souci d'ordinateur ou de batterie. Bon, alors là, on va avoir un souci de batterie. Le temps qu'on l'améliore, je vous laisse peut-être commencer. D'accord. Ouais. Oui, ça peut aller. Hein. Je pense que c'était juste quelques copies d'écran. Je pense qu'on en a déjà discuté le matin de la solution qu'on a développée. On est parti sur le principe qu'on avait un système d'information hospitalier qui est en cours de développement depuis une quinzaine d'années au Mali, qui est utilisé par certains hôpitaux. Donc, avec l'avènement de Covid-19, on a développé un module Covid qui est intégré.
mais qui n'est pas en dehors en fait, de ces systèmes. Parce qu'on part du principe que le patient qui est Covid-19, même s'il est guéri, peut avoir des séquelles qui vont continuer à être considérées dans sa prise en charge. Donc il faut que cela soit connu s'il part dans un service de cardiologie. Donc c'est ce qui nous a amené à intégrer ce module-là dans ce système d'information hospitalier et qui a été mis en place, utilisé dans 2 centres de prise en charge Covid-19 au Mali, donc avec l'utilisation par les médecins. Le but, c'était surtout en fait, de prendre en charge le patient avec des informations, des formulaires qui étaient donnés partout à tous les pays par l'OMS. Donc, que ce soit la symptomatologie, mais aussi avec la prise en charge d'un module qui était important, c'est la gestion des interactions, en fait, la pharmacovigilance. Donc, surtout, on était à un moment où on disait, bon, les effets de la chloroquine associés à l'autre antibiotique, azithromycine, ça peut faire ça, ça peut. Donc, ça a surtout permis à ce niveau-là, en fait, de clarifier quand même pour les cliniciens, de savoir que ce n'est pas ce qu'on était en train réellement en fait, de décrire, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce protocole thérapeutique qui est utilisé en tout cas au Mali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a pour le Sénégal. Et l'autre chose, c'était de suivre en fait, tout le stock de ressources en fait, par rapport à la gestion de Covid-19 au niveau de l'hôpital, mais aussi la gestion des contacts qui pouvaient faire en sorte que le système peut envoyer une sorte d'alerte parce qu'elle est liée à un serveur SMS à tous les contacts pour les dire en fait de faire des tests. Parce que très généralement au départ, personne ne voulait, même si les gens cachaient, hein, même s'ils étaient diagnostiqués Covid-19. Donc c'était une manière discrète aussi d'informer les personnes contacts pour qu'ils se fassent dépister. Et puis après, il y a tout le circuit en fait, du patient avec, que ce soit les hospitalisations, que ce soit même le suivi post-Covid du patient. Donc en quelques mots, voilà ce qui a été développé. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Alors on va profiter des dernières minutes. En fait, on n'aura pas de restitution. On va changer un petit peu le programme de cet après-midi. Donc on peut se donner encore quelques minutes pour poser les dernières questions à nos intervenants. Oui, merci beaucoup à Amref et aussi aux panélistes. Niels Kaiser, je suis fondateur de Kaikai, un cabinet de conseil, notamment dans la santé, et aussi cofondateur de la communauté e-santé au Sénégal. Qui a appuyé dans l'identification des thèmes et des intervenants. J'avais une question un petit peu déjà, et je vais peut-être me permettre aussi de réagir à la dernière question sur l'hébergement local, parce que bon, je suis moitié allemand et on dit qu'on est très direct. Donc moi, je trouve franchement que c'est une honte au Sénégal, dans un pays où il y a des chances qui sont aussi éclatantes au niveau de compétences en termes de technologie, en infrastructure et aussi organisationnelle avec l'agence, l'ADIE, qui s'occupe de ces solutions ici, que c'est une honte que les solutions ne sont pas encore hébergées localement. Il y a beaucoup d'autres pays dans la sous-région qui pourraient rêver seulement des opportunités qui existent au Sénégal. Et je trouve que cela donne aussi une responsabilité. Et je pense que depuis que j'ai commencé à travailler au Sénégal, avant de m'y installer, ça fait depuis environ 5 ans qu'on discute du répatriement du DHIS2, qui est techniquement une affaire qui devrait se régler en 1 jour pour un technicien. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un manque de volonté éclatante et qu'il faut le dire comme cela. Maintenant, mon autre question, elle se trouve par rapport un peu à ce qu'on a discuté ce matin dans la table ronde, c'est-à-dire par rapport à la gouvernance ou peut-être au manque de gouvernance, notamment dans le contexte. Je trouve chaque organisme qui évolue dans ce système en souffre, et bien sûr, c'est quelque chose où malheureusement souvent les accords, les financements ne permettent pas toujours d'appuyer et de changer des choses dans le cadre de programmes qui sont souvent très définis dans leurs objectifs.
Et je voulais savoir peut-être un peu comment les différentes structures qui sont présentes sur le panel arrivent à naviguer un peu cette situation où en fait elles sont face elles-mêmes à ce manque de coordination, donc peut-être elles-mêmes sont forcées à développer des stratégies pour évoluer dans ce domaine sans avoir le fil guide qu'ils aimeraient bien avoir et qu'on aimerait tous avoir dans ce domaine. Merci. Alors, qu'est-ce qui peut répondre un petit peu sur un ressenti finalement de travail, de communication avec soit des financeurs, soit des décideurs politiques, enfin des personnes qui font un cadre de gouvernance? Merci déjà pour cette intervention et pour la franchise. Moi, ce que je disais depuis ce matin, c'est qu'il manque de la volonté. Il nous faut de la volonté au niveau national. Nous ne sommes pas des attentistes. Nous n'attendons pas tout de l'État, mais il faut vraiment que l'État est là aussi pour pouvoir guider, pour pouvoir mettre le cadre aujourd'hui, pour pouvoir aider, accompagner. Par exemple, il y a toutes ces startups qui sont là, qui font leur bonhomme de chemin, mais il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, à titre personnel, si j'étais dans le domaine de la santé, je ne sais même pas en fait qu'est-ce qui existe ici pour moi, qu'est-ce qu'il y a ici pour moi et tout ça. Je n'ai pas cette information, où est-ce que je vais? Donc nous, directement en tant qu'acteurs qui sommes dans le privé, qui essaient de déployer des solutions, qui ont de l'intérêt, parce que nous sommes là aussi pour aider cet État-là, c'est-à-dire pour aider le pays. C'est pas seulement, ils sont pas là, ils n'ont pas à faire tout. Il y a des acteurs qui sont là, donc ils s'appuient dessus pour pouvoir mener à bien cette politique-là. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait vraiment un guide. On a travaillé avec la plupart d'entre nous, avec le ministère de la Santé. Par exemple, nous, on a mis à disposition l'application, la plateforme de Medical Learning Hub a été mise à disposition du ministère, même dans le cadre de la formation, de la lutte contre la Covid, a été reconnue comme seule application e-learning dans le cadre du projet Dan Covid. Mais la plateforme n'est pas utilisée. On a proposé, il faut qu'on utilise, il faut mettre à disposition des formations gratuitement pour les personnels de santé et tout, mais ça tarde à mouliner. On a du mal à comprendre où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il faut aller encore. En tout cas, nous essayons, moi c'est le sentiment que j'ai, nous essayons de taper à toutes les portes qu'on pense pouvoir nous ouvrir aujourd'hui, les portes du succès, et que tout le monde puisse y retrouver son compte, mais ça bloque encore. Il faut de la volonté de l'État, il faut qu'il y ait de la volonté, il faut qu'il y ait de la coordination. Tout le monde est d'accord maintenant, il faut que ça se fasse. Ça a bien été dit ce matin et ça sera au cœur de notre discussion demain après-midi sur la table ronde sur les partenariats public-privé, puisque c'est bien cela dont il s'agit Exactement. aussi. Hadji Gueye, pareil, ce sentiment justement avec cette gouvernance ou cette non-gouvernance, non-leadership en la matière? Je pense que ce que Madame a dit, Madame Khadijata, c'est exactement ce que nous on ressent également au niveau sur la pratique, parce que là, le partenaire technique, il est présent, les fournisseurs de solutions sont là, mais à côté, il y a ce qu'on demande au gouvernement en général, c'est pas cette contribution financière, mais c'est l'organisation, que ce soit au niveau législatif, au niveau des textes réglementaires, etc. etc. Et surtout l'organisation qu'il faut mettre pour pouvoir, n'est-ce pas, harmoniser, intégrer toutes ces solutions-là. Ce matin, j'ai un peu parlé de la charte d'interopérabilité et désigner qui doit porter cette charte-là en faisant un petit clin d'œil à Achille qui était à ma place ici. Donc, c'est dire que voilà, il y a une partie, un petit vide qui est là et que l'État peut-être devait être présent pour pouvoir mieux organiser à ce niveau-là. Et je pense que ça, si on arrive à faire changer peut-être de paradigme à ce niveau-là, côté gouvernance, ça nous permettra de beaucoup plus évoluer. Et surtout, il y a également un aspect très essentiel. On n'a pas la culture dans nos administrations d'utiliser les solutions digitales. Ça également, c'est quelque chose sur lequel il faut... Si on dit que l'État paye des milliards pour acheter des licences qui ne sont pas utilisées comme il le fallait, donc ça veut tout dire en même temps. Khadindir. De répéter ce que mes collègues ont dit, je pense que le ressenti est le même. Mais collez bien voilà, contre votre bouche, qu'on vous entende bien. Voilà. On va dire que ça va être bon. Au maximum. Voilà. Ouais.
Cheikh Oumar Bagayoko, là, je crois que des deux côtés, dans ce qu'on a entendu dans la table ronde, hein, il y a le constat aussi du côté de l'État qu'il y a un effort de coordination à faire, il y a une vraie conscience maintenant de la chose. Oui, je pense que moi, depuis la journée, je commence à avoir personnellement espoir à partir de l'intervention des NIC, parce que pour la coordination, ce n'est pas que l'État. Donc, ce sont les organisations qui interviennent aussi. Et le fait, en tant que prestataire, d'être aussi franc, d'être aussi direct, ça aide aussi l'État. Parce qu'on a tendance, lorsque l'État est là, à dire que tout marche. Non, tout ne marche pas. L'État ne joue pas son rôle. Par exemple, ce matin, la question n'a pas été répondue. L'interopérabilité, c'est l'État qui met en place un cadre d'interopérabilité et l'impose. Ça devient imposable, opposable par la loi. Maintenant, si les prestataires comme Ni, comme moi, ça m'arrive, je fais de la consultance indépendante aussi. Donc, juste une petite histoire. En arrivant au Gabon, pour un projet national financé par la Banque mondiale de 52 millions de dollars, on m'a dit qu'il faut faire des cahiers de charges pour acheter une solution. Je dis, mais quel cahier de charges on fait? Si c'est des solutions, des milliards ont été dépensés dans les solutions. Regardons d'abord qu'est-ce qui existe, faisons une refonte, ayons une vision. Là, on va savoir où est-ce qu'on part. À un certain moment donné, j'ai mis mon contrat dans la balance entre le fait de partir sur ce chemin ou de le faire sans moi. Donc, ça veut dire que si les prestataires peuvent parler comme ça, ils peuvent aider aussi l'État. Il ne faut pas que les prestataires soient à la recherche simplement de l'argent. À un moment donné, il faut qu'on arrive en fait à pousser l'État vers ça. Sinon, lorsque la bombe va exploser, on serait tous là. En fait. C'est ça, moi, mon message. En tout cas, on a 3 start-upers en face de nous qui le disent clairement et franchement aux autorités de l'État. Autre question, autre remarque dans cet atelier. Guillaume Desflos. De revenir à la charge. Donc, encore merci Nils pour la franchise. Ça a bien complémenté ce que j'avais en tête, donc c'est cool. L'autre point, c'est les bailleurs de fonds, parce qu'on a parlé des gouvernements, mais tous les gouvernements des pays dans lesquels on travaille, le Burkina, le Mali, le Sénégal, il y a aussi des difficultés de financement qui sont liées à ces approches, à ces technologies. Et les bailleurs de fonds, ils ont leur rôle à jouer aussi pour justement fédérer, structurer, et puis faire en sorte qu'il y ait moins de fragmentation, plus de coordination, etc. Mais en fait, la réalité fait que quand Blue Square, IT for Life, Dimagi, Kaika, ils vont faire des appels d'offres, finalement, souvent, on répond à des besoins qui sont préétablis par des agences gouvernementales comme USAID, l'AFD, etc. Et en fait, c'est difficile, si on veut, nous aussi, survivre, appuyer, quand même pousser dans la bonne direction, on est quand même confronté à exécuter des choses qui ont été déjà décidées. Et du coup, on se retrouve à faire pas forcément toujours être optimal dans la bonne direction, parce que c'est ça qu'il y a à faire et c'est ça qu'on peut faire. Donc je pense qu'au-delà même de... il faut chacun prenne ses responsabilités, le gouvernement, les ONG, les prestataires comme nous, mais aussi les bailleurs de fonds, qui eux ont le levier financier qui est in fine quand même un levier qui est extrêmement puissant, et c'est pas toujours utilisé à bon escient malheureusement, parce qu'il y a aussi des enjeux plus politiques derrière, et ça, les bénéficiaires en sont les victimes malheureusement, Et ça, on en reparlera évidemment aussi demain dans l'autre table ronde, Cheikh Oumar Bagayoko. Ça aussi, c'est assez important ce que dit Guillaume Desflos, la notion des bailleurs de fonds, la notion de cahier des charges préétabli, sans coordination. La coordination, c'est dans les deux sens, et même au-delà de la coordination, la co-construction, c'est aussi dans l'esprit d'Internet et du digital. Exactement, je pense qu'il a très raison, surtout des fois que ces accords préétablis sont faits des fois sans alignement sur la stratégie de politique de santé nationale, parce que je l'ai dit, tant que le numérique ne répond pas aux objectifs de santé du pays, ça ne sert pas à grand chose. Donc il a vraiment raison. Surtout quand on prend ces bailleurs de fonds, pris individuellement, le montant qu'il injecte dans un seul programme pourrait faire un grand pas pour tous les pays en fait. Donc c'est cette coordination en fait, chacun a sa part des responsabilités, mais la plus grande responsabilité c'est l'État, de dire voilà ma stratégie de santé digitale. Vous venez avec l'argent pour la digitalisation, voilà ce que nous voulons faire, quelle partie vous pouvez faire, ainsi de suite. Donc les gens pourront se mettre ensemble en ce moment. Donc encore la plus grande responsabilité aujourd'hui, c'est l'État. En tout cas, le message aura été martelé dans ces rencontres de la santé numérique organisées par l'AMREF. Il est très clair et il est très franc
pour faire avancer les choses. D'autres remarques ou d'autres questions? Oui, juste une question complémentaire. Est-ce que vous avez pu évaluer votre impact auprès des patients qui se passent à travers vos applications, ou est-ce que ça va se faire? Voilà. Est-ce que vous êtes content, ou est-ce que les patients sont contents de cet apport? Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut répondre? Les trois, l'un après l'autre? Allez, Eladji en premier. Normalement, ça doit marcher. On va vous l'ouvrir. Oui, ça marche. Alors, côté Blue Square, on n'a pas encore cette étude d'impact par rapport à ces solutions spécifiques Covid. Par contre, sur d'autres solutions qui ne rentrent pas forcément dans ce sujet, notamment sur les solutions qu'on a déployées dans le cadre de l'achat stratégique sur les financements basés sur la performance. Là, quand même, on a des feedbacks et au niveau communautaire et au niveau même des prestataires à ce niveau-là. Mais là, côté Covid, quand même, c'est un processus qui est encore en cours de déploiement. Et je pense qu'également, on a pensé à cette étude d'impact par rapport à ce niveau-là. Pardon, Radindir. Oui, chez Dimagui, on fait des études d'impact sur les projets qu'on déploie, qui sont disponibles, pas sur tous les projets, bien sûr, mais sur la majeure partie, il y a des études qui sont publiées, soit directement par les ONG ou bien des partenaires justement qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Voilà, on suit aussi des indicateurs d'impact en interne au niveau de nos équipes projets. Khardiaza. Alors, moi, je vais plutôt évoquer, en parlant d'impact, une certaine externalité positive, c'est-à-dire l'utilisateur final, dans notre cas, pour la partie formation médicale en ligne, c'est le personnel soignant, c'est le médecin. Donc, si aujourd'hui, plus il a l'accès à la formation, plus aujourd'hui, il peut se former, par exemple, dans le cadre du projet SWEAT, où il y a eu des formations pour la riposte contre la Covid, à partir du lavage des mains au tout début de Covid jusqu'à la fin, le port des masques, des détails comme ça sur les gestes barrières et tout. Ces informations-là qui sont bien transmises au niveau des relais communautaires. Oui, pardon. Ces informations-là transmises bien via la formation médicale aux relais communautaires qui aujourd'hui peuvent pratiquer ça auprès des patients. Donc ça peut être un fort impact, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de faire l'étude directement derrière. Donc c'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qu'on a du mal encore à palper, mais plus on va avoir une utilisation de masse, plus on va avoir des données, plus on pourra faire ces études-là. Est-ce qu'il reste une ou deux dernières interventions dans la salle, ou est-ce qu'on a bien travaillé, labouré le terrain de cet atelier? Pendant que j'ai le micro, Lionel, est-ce que je pourrais intervenir? Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup. Donc, félicitations encore une fois aux panélistes de nous avoir encore offert l'opportunité de savoir réellement ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez commencé à faire. Mais moi, je situerai la responsabilité chez tous les acteurs ou toutes les parties prenantes. Aussi bien l'État, par rapport à son engagement et à sa volonté politique, il a le devoir de dire, vous intervenez dans mon pays, voici les directives ou bien les stratégies où j'aimerais que vous m'appuyez, que ce soit start-up, que ce soit ONG, que ce soit partenaires techniques et financiers. Parce que nous tous, nous venons en tout cas appuyer l'effort gouvernemental qui est là. Et je crois que d'un coup, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, ces rencontres sont là, le partenariat public-privé. Nous allons tous voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer ce partenariat-là pour le bénéfice des bénéficiaires. Donc, des bénéficiaires, nous nous disons que ce sont ceux qui sont là, qui doivent aller au niveau des structures de santé et bénéficier de ces services de santé. Donc, je dis encore une fois de plus, félicitations. Merci à ceux qui étaient là ce matin, pour qui je n'ai pas eu l'opportunité de remercier. Merci à tous vous qui êtes là cet après-midi au niveau de cette table ronde. Et merci aussi aux participants. Léonel, vous avez la parole. Et on peut les applaudir. Et surtout, merci à l'AMREF pour avoir organisé ces rencontres, cet espace de dialogue, de liberté. C'est donc la fin de cette première journée des rencontres de santé numérique proposées par AMREF. Au passage, tiens, on salue Ahmed qui nous regarde et qui félicite lui aussi l'AMREF pour cette organisation, ainsi que les belles initiatives qui ont été présentées cet après-midi. On s'arrête pour ce soir. Heureusement, ça reprend demain matin avec toujours une journée aussi dense. Dès 9h30, temps universel, 10h30 à Paris, 2 ateliers. Le premier sera consacré à la question de la gouvernance. Dieu sait si on en a parlé depuis ce matin à l'heure de la maturité de la santé numérique en Afrique de l'Ouest. Alors sachez que cet atelier sur la gouvernance sera diffusé
en direct, lui aussi, sur Internet, et que vous pourrez poser toutes vos questions si vous nous regardez à distance. Et puis l'autre atelier, qui sera tout aussi passionnant, sera consacré aux enjeux de l'interopérabilité. Ça aussi, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Interopérabilité et partenariat public-privé. Il aura lieu ici à Dakar, mais il ne sera pas diffusé sur Internet. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Donc rendez-vous demain matin, 9h30, temps universel, 10h30 si vous nous suivez depuis la France. Bonne soirée à tous.